Enfin, j'aimerais partager avec vous la méthode de classification de la maladie cardiaque de l'ACVIM. Nous parlerons des traitements à mesure que nous évoluerons dans ce système de classification. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il n'existe pas de consensus ACVIM sur la prise en charge de la cardiomyopathie dilatée. J'ai donc exposé les preuves et vous ai donné ce qui, selon moi, devrait être un protocole relativement bien accepté pour ce traitement. Comme vous pouvez le voir, nous avons divisé les patients en les rangeant dans les catégories de patients asymptomatiques, patients présentant une insuffisance cardiaque et patients présentant une insuffisance cardiaque réfractaire. Concernant le patient inclus dans la classification A, à savoir le patient sujet à la maladie mais ne présentant aucun des signes cliniques, nous ne pouvons pas identifier la maladie. Nous savons simplement qu'il est à risque. Notre rôle consistera fondamentalement à éduquer les maîtres quant aux issues possibles pour leur animal. S'il y a tout lieu de penser que ce chien est susceptible de développer la maladie au cours de sa vie et qu'il s'agit d'une race pour laquelle une supplémentation nutritionnelle est justifiée, par exemple un boxeur et la carnitine ou un cocker spaniel et la taurine, il est possible que nous commencions à en utiliser à ce moment. Une fois la maladie identifiée dans le groupe B1, avant la dilatation cardiaque, ou le groupe B2, après l'identification de la dilatation cardiaque, le traitement serait probablement le même et inclurait un IECA, de la digoxine en présence d'une fibrillation auriculaire et du pimobendan, qui pourrait avoir un rôle à jouer. En ce qui me concerne, je n'utilise pas le pimobendan avant la survenue de l'insuffisance cardiaque, mais une étude dédiée précisément à cette question est en cours. Et si les investigateurs qui en sont chargés sont capables de faire apparaître un bénéfice, ce stade constituera alors un moment auquel il conviendra d'ajouter le pimobendan. Enfin, bien qu'il n'existe pas de données spécifiques en faveur de l'utilisation de la spironolactone dans la maladie cardiaque de stade B, celle-ci serait logique si l'on se fonde sur le fait que dès lors que les IECA sont indiqués, une suppression supplémentaire du système rénine-angiotensine-aldostérone avec la spironolactone pourrait être utile. Pour l'instant, je dirais que les preuves étayent uniquement le recours aux IECA. Lorsque l'insuffisance cardiaque est atteinte, on utilise alors du furosémide par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée à la clinique, probablement par perfusion à débit continu, du pimobendan, de la digoxine uniquement en présence d'une arythmie supraventriculaire ou si des considérations financières empêchent le recours au pimobendan, des IECA, de la spironolactone, une oxygénothérapie selon les besoins, une sédation selon les besoins, une thoraco- et abdominosynthèse afin d'améliorer le confort des animaux et de soulager leur gêne respiratoire. Lorsque ces animaux rentrent chez eux, nous utilisons une trithérapie qui est constituée de furosémide, d'IECA et de pimobendan. Mais je pense également maintenant que nous avons suffisamment de données pour fortement recommander l'utilisation de la spironolactone à ce stade. Ainsi, d'après moi, le stade 3 chronique serait maintenant une quadrithérapie. Pour l'insuffisance cardiaque réfractaire, notre traitement doit de toute évidence devenir plus agressif à la clinique. Nous allons donc utiliser du furosémide par voie intraveineuse, souvent par perfusion à débit continu, des IECA, probablement à une posologie plus élevée, de la spironolactone, du pimobendan, de l'oxygène, parfois un traitement ventilatoire dans les centres de référence, une sédation, des traitements anxiolytiques tels que des opiacés ou de l'acépromazine, puis une réduction supplémentaire de la post-charge que l'acépromazine pourrait contribuer à accomplir. Il est possible que nous utilisions des médicaments tels que le nitroprusside, et nous pourrions également utiliser des médicaments tels que l'amlodipine. Une fois que le patient réfractaire rentrera chez lui, nous passerons probablement à des doses plus élevées de furosémide, nous continuerons nos IECA, probablement à des posologies plus élevées que celles avec lesquelles nous avons commencé à traiter le chien. La spironolactone à 2 mg par kilo une fois par jour et le pimobendan en tant qu'inodilatateur à une dose comprise entre 0,25 et 0,3 mg par kilo 2 fois par jour. En termes de restriction de sel, il est possible que nous commencions à éduquer les maîtres sur l'apport en sel à un stade précoce. Au stade B1 et B2, nous allons éviter les aliments très salés. Lorsque nous en arriverons à l'insuffisance cardiaque, nous adopterons probablement une restriction modérée en sel, par exemple avec un régime spécifique aux seniors qui serait suivi par le recours à un régime pour cardiaque et un régime pour cardiaque classique avec une forte restriction en sel dans l'insuffisance cardiaque réfractaire, en particulier si nous avons du mal à faire disparaître les signes de congestion chez le chien présentant une cardiomyopathie dilatée.